Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 4 mars 2026 et c'est Bonjour le Bénin qui prend le pouvoir. Vous faites bien de nous rester fidèles car ici, vous avez les bonnes informations et surtout, nous faisons la promotion de notre pays. Il a été longtemps un panacée de nos couvents. Et oui, le bomio est à l'origine un plat qui venait donc des couvents de nos divinités et surtout des religions traditionnelles. Mais aujourd'hui, ce plat se retrouve dans la gastronomie béninoise. Il se démocratise et puis suscite la curiosité des consommateurs. Ghislaine Adimi va nous le faire découvrir à travers la rubrique Le Bénin en mouvement. Et loin des plats et des poulets fumants de Ghislaine, nous allons parler côté santé aujourd'hui de la journée mondiale de l'obésité. Journée mondiale contre l'obésité, cette affection qui vous fait prendre du poids exagérément. Comment est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Comment l'éviter? Nous allons en parler avec Ediator Christelle Tongoro dans la rubrique santé. Mesdames, Messieurs, voilà entre autres les points à aborder dans cette émission de ce matin aujourd'hui. Et cette émission, vous le savez, nous la démarrons toujours par l'information. Et aujourd'hui, c'est Victorine Bondé qui est à l'opérationnel. Un plaisir de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs. Bienvenue. Démarrons par cette interrogation. Qui pour tenir les rênes de ce Bénin tout aussi stable que stratégique pour les 7 années à venir? Eh bien, le 12 avril prochain, c'est la présidentielle. Et parmi les candidats, le favori cristallise les attentions. Romuald Wadaï. Homme des chiffres et pilier du gouvernement depuis près d'une décennie, il apparaît aujourd'hui comme une figure centrale du moment politique. Voici un petit format du portrait d'un homme dont la trajectoire suscite autant d'attentes que d'interrogations. C'est dans ce récit de Marcel Arossi. Dans les couloirs feutrés des finances publiques, il a longtemps parlé chiffres. Aujourd'hui, il parle destin. Paroles mesurées, regard souvent concentré. Il est né en juin 1976 à Lokossa, un ancrage provincial loin des projecteurs de la capitale. Des années et des années passées à naviguer entre audits, stratégies financières et standards internationaux dans les arcanes du cabinet international de l'Ouest. Pendant une décennie, il a tenu les cordons de la Bourse nationale. À la tête du ministère de l'économie et des finances, en tant que ministre d'État, il est l'artisan d'une discipline budgétaire saluée par les institutions internationales. On le décrit rigoureux, on le dit méthodique. Ses partisans parlent d'un stratège des finances publiques. Ses critiques, eux, évoquent une technocratie froide. Mais une chose est certaine, il a marqué son passage. Dans les chiffres, il cherchait l'équilibre. Aujourd'hui, le décor change. Ce ne sont plus les marchés financiers qu'il faut convaincre, ce sont les électeurs. À quelques semaines du scrutin du 12 avril, son nom circule comme celui du favori. Favori d'un camp qui voit en lui la garantie d'une trajectoire maîtrisée, favori d'un appareil politique structuré, favori d'une élite économique rassurée par son profil. Le défi est là. Transformer une réputation de technocrate en incarnation populaire, passer de la maîtrise des chiffres à la conquête des cœurs, faire d'un parcours administratif une narration nationale. S'il est vrai que le favori n'est pas toujours le vainqueur, il reste pourtant celui que l'histoire observe de plus près. Le 12 avril, les chiffres qu'il attendra ne seront plus ceux de la croissance ou du déficit. Ils tomberont bureau de vote après bureau de vote. Autre actualité, ce nouveau chapitre des relations internationales qui s'écrit. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadji Bakari a reçu hier des copies figurées de lettres de créance de Jens Ole Bak Hassen, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire agréé de Danemark près le Bénin avec résidence à Abuja. Il comptabilise 22 années dans la sphère diplomatique et a été nommé en 2024, preuve que le monde de splendeur reste ouvert, stable et stratégique. Voyons toute autre chose à présent avec cette interrogation.
Dans un monde où l'information circule plus vite que la lumière, comment préserver crédibilité à indépendance? Depuis hier matin, Cotonou est le trait d'union géographique des directeurs généraux des médias publics des États membres de la CEDEAO. C'est à l'occasion d'une réunion de 2 jours, la deuxième après celle d'Abuja tenue en 2024. De quoi retourne la rencontre de 2026? Eh bien, le Naïk Agbazaou et Alexis Segbemon nous en disent plus. Des États qui ont décidé de sacrifier une partie de leur souveraineté au profit de l'intérêt communautaire. Une marche collective vieille de plus d'un demi-siècle. À l'actif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs ambitions communes concrétisées. À l'ère des réseaux sociaux où la désinformation tord le cou à la réalité liée aux questions de paix, de sécurité et de gouvernance, les patrons des médias publics des États membres de l'institution sous-régionale sont ici réunis à Cotonou pour une meilleure collaboration afin de contrer le phénomène. La lutte contre la désinformation ne peut être efficace sans les médias publics forts, professionnels et engagés. Cette lutte suppose une coopération accrue entre les médias des États membres afin de partager les bonnes pratiques, harmoniser les approches et renforcer les capacités en matière de vérification des faits et d'éducation aux médias. Our information space is increasingly confronted with misinformation. Notre espace communautaire est confronté à la désinformation, à la manipulation de l'information. Ces assises seront porteuses de solutions. Une démarche qui va aussi permettre une meilleure visibilité des actions et des programmes de la CEDEAO. Les médias publics ne sont pas de simples acteurs de l'écosystème de l'information. Vous êtes les artisans de la vérité publique, vous êtes les gardiens de la vraie information, vous demeurez crédibles et fiables. Cette rencontre nous offre l'opportunité de faire le bilan du chemin parcouru et d'apprécier comment la collaboration peut se développer de façon plus concrète. Construire des ponts pour forger un avenir commun. Les acteurs ici présents épousent cette dynamique impulsée par la CEDEAO qui promeut la consolidation de l'intégration régionale. Abordons une autre réalité, cette fois-ci dans la carrière professionnelle de certaines femmes, le cumul des responsabilités. Il faut pour plusieurs être mère, épouse, travailler et gérer les tâches ménagères. Un plafond de verre parfois difficile à briser. Conséquence, une surcharge mentale qui conduit parfois à un épuisement psychologique silencieux. Comment reconnaître les signaux d'alerte et comment apprendre à résister sans se briser? Christelle Tongodo et Benjamin Denayon ont interrogé un psychologue clinicien. Être forte, tout gérer, ne jamais flancher. Derrière ces attentes souvent imposées aux femmes se cache parfois une pression psychologique lourde à porter. La pression vient souvent du travail, le plus souvent de mon travail, de mon commerce, beaucoup plus social. En plus, financier, c'est un peu compliqué. En Afrique, surtout au Bénin, on nous exige à rester malgré tout. On dit, si tu n'es pas mariée, tu n'es pas une bonne femme, tout ça, de ne pas regarder ça. On n'a qu'à voir la santé mentale d'abord. Notre santé mentale compte plus que tout. Entre responsabilité familiale, exigences professionnelles et attentes sociales, la pression peut vite s'accumuler. Le contexte social dans lequel nous sommes impose des charges qui apparaissent comme supplémentaires à la femme. Dans la société traditionnelle, elle était femme au foyer, mère de famille. Mais aujourd'hui, la femme est aussi appelée à être employée. Et donc, ça fait une charge complémentaire pour elle qui génère malheureusement beaucoup de pression sociale. En plus de ce qu'elle doit être mère et épouse, elle est obligée d'être une employée à 100% qui remplit ses devoirs. À cette pression s'ajoutent parfois des inégalités que subissent encore de nombreuses femmes. Les femmes, malheureusement, sont soumises à beaucoup d'inégalités venant de notre société. Lorsque la femme a accouché, elle reprend le boulot. Très peu d'entreprises ont un espace d'allaitement pour les femmes. Les facteurs physiologiques. On va obliger la femme d'être souriante, d'être agréable au boulot, alors que sur le plan physiologique, elle est peut-être dans une dysménorrhée.
elle est peut-être dans un début de grossesse ou même en grossesse. Tout ça là, c'est des facteurs qui n'existent pas chez la personne de sexe masculin. Face à cette réalité, reconnaître la souffrance et encourager la parole devient essentiel pour éviter que le mal-être ne s'installe durablement. Les femmes ne doivent pas s'enfermer. Elles ne doivent pas s'enfermer et souffrir toutes seules. Il faut qu'elles puissent s'extérioriser en s'approchant des professionnels. Parce que malheureusement, le patron, l'employeur, le chef, même le conjoint n'est pas forcément appelé à comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle subit, les facteurs spécifiques auxquels la femme est soumise. Il n'est pas appelé à les comprendre et à les maîtriser. Briser le silence et renforcer l'accompagnement restent des clés importantes pour préserver la santé mentale des femmes. Et on parle encore de la gente féminine. Combien y a-t-il encore de métiers techniques non investis par les femmes de nos jours? Eh bien, à Cotonou, elles sont de plus en plus nombreuses à imposer leur savoir-faire dans des secteurs dits masculins. Elles conduisent des engins lourds, dirigent des chantiers et redessinent les frontières du possible avec talent, passion et détermination. Reportage au cœur de 3 parcours qui bousculent les mentalités avec Jennifer Sachivi et Macléode Adansodé. Angeline, la vingtaine, démarre sa journée comme à son habitude. La jeune femme nourrit une passion prononcée pour la vitrerie, longtemps érigée en métier d'homme. Mais lorsqu'elle aborde sa tenue de travail, plus rien ne l'arrête. Après 3 années de formation et plusieurs stages, elle a décidé de faire de sa passion sa principale source de revenus. On était 2 dans l'atelier. Après, l'autre est parti, j'étais restée seule. Quand j'ai fini, j'ai pris ma machine. Ceux qui me connaissent, les gens m'appellent pour des pauses rideaux, pauses télé et prods. Donc, je fais un peu. À l'instar d'Angeline, Pélagie n'a rien lâché dans sa quête de devenir peintre automobile. À la tête de son garage, elle évolue dans un environnement collaboratif. Mais au départ, rien ne la prédisposait à ce corps de métier. C'est mon grand frère qui m'a orientée vers l'automobile parce que moi, je voulais en fait faire la peinture artistique. Donc, je me suis aussi dit, pourquoi pas la peinture automobile? C'est de là que je me suis lancée dedans et je m'y plais bien. On rencontre toujours des difficultés au début, mais à force de le faire à chaque fois, on finit par s'y habituer. Emmanuela, quant à elle, est analyste biomédicale de formation. En parallèle, elle dirige sa propre entreprise de menuiserie moderne, née d'une passion et d'un désir d'apporter des solutions. Je voulais apporter une touche finie comme ce qu'on voit à l'extérieur, mais dans un bois de qualité adaptée. Donc j'ai commencé petitement à aller à l'extérieur, voir un peu comment ça se passe et commencer par m'y adapter. Mais pour ces jeunes femmes, vivre de leur passion relève au quotidien d'une capacité à faire leurs preuves dans des environnements longtemps considérés comme des bastions masculins. Il y a d'autres qui touchent même mes doigts pour voir si c'est vraiment moi qui travaille et tout. Il y a quand même beaucoup de cas en fait. J'étais sur un chantier, allé voir un véhicule. Le client était là. Et quand je suis arrivée, il m'a dit « Ah, nous déjà ça monte. » Il a pris un autre véhicule, il est parti. J'ai pris un marché. Il me dit, on va passer à l'acte d'abord. J'ai refusé en même temps. Il a dit qu'il va me faire dépôt pour le travail. J'ai dit ok, je suis partie. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus vu. Angeline, Pélagie et Emmanuela redessinent les contours de leur métier. Avec rigueur et méthode, elles prennent leur place et prouvent chaque jour que la compétence n'a pas de genre. Autre actualité, depuis quelques années, les marchés béninois ont connu une transformation profonde. Les communautés y trouvent désormais un cadre harmonieux pour leurs transactions et rencontres. Entre ambition étatique et réalité, des commerçants retournent sur la grande mutation de ces marchés de 2016 à 2026 dans ce reportage. Depuis toujours, les marchés sont au cœur de l'activité commerciale en Afrique noire. Et le Bénin, fidèle à cet héritage, fait vivre cette tradition ancrée dans son identité. Pendant longtemps, ces espaces chargés d'histoire, essentiels à la régulation des échanges entre les communautés, ont été marqués par l'insalubrité, l'insécurité et le désordre.
l'état de nos marchés était vraiment pitoyable. L'insécurité régnait, sans électricité, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'infirmerie, et il y avait les ordures, tous les sources de maladies, l'insalubrité totale. Le Bénin décide de changer la donne. Le tournant intervient le 16 décembre 2016 avec le lancement du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2026, dont l'un des objectifs majeurs est la modernisation en profondeur des infrastructures marchandes. Dans ce cadre, un ambitieux programme de construction de 35 marchés urbains et régionaux est engagé. En l'espace de 5 ans, des marchés modernes ont déjà vu le jour à Cotonou, Abomey, Parakou, Porto Novo, ainsi que dans plusieurs villes de l'intérieur du pays telles que Azové, Glazoué, Huegbo, Natitengu et Kpaou. Le gouvernement du président Patrice Talon a initié la modernisation de nos marchés qui offrent de place aux vendeuses des étals équipés en mobilier pour qu'il y ait une harmonie de l'esthétique, de l'attraction. Et il y a le centre commercial Général Mathieu Kérékou qui est en construction de près de 3000 places, qui va accueillir les vendeurs de cosmétiques, les bijoux, les tissus et les grossistes de notre marché d'Antokpa et des autres quartiers de notre agglomération de Grand Nokoué vont se retrouver au marché de gros. En somme, aujourd'hui, 20 marchés sont déjà construits par le gouvernement de Patrice Talon. En 2026, les autres marchés de la phase 2 vont démarrer dans les différentes localités de notre pays. Au-delà des bâtiments, cette transformation redéfinit le fonctionnement même des marchés. Meilleure organisation des espaces, encadrement plus structuré, conditions de travail améliorées et cadres plus attractifs pour les usagers. C'est une très belle infrastructure. La boue qui était notre lot quotidien a disparu. Chacun a son espace de vente. Aujourd'hui, tel que le marché est reconstruit, il est beaucoup plus beau. Nous avons des brasseurs qui fonctionnent. Pour se laver les mains, nous avons de l'eau. Avant, nous étions fréquemment cambriolés. Maintenant, il n'y a plus de vols sur nos étals. Le type de marché que nous voyons à la télé dans les pays développés, il nous les a construits et nous sommes très heureuses. Des marchés urbains et régionaux construits à travers le pays, des milliers de commerçants relogés et plus de 800 emplois locaux créés dans l'entretien et la sécurité des différents sites. La modernisation des marchés s'impose comme l'un des chantiers structurants du PAG 2016-2026. Aujourd'hui, ces marchés modernes symbolisent un Bénin organisé, attractif et résolument tourné vers l'avenir. Et la vie associative s'invite dans ce bulletin. Benoît Kessaou, c'est le nom du nouveau président élu du conseil d'administration de l'ONG Soyons Unis. À travers une assemblée générale extraordinaire, les responsables de l'Église du christianisme céleste venus des 12 départements du Bénin l'ont élu à la tête de l'organisation. Jacob Tochoedo et Arnaud Adadja pour les détails. Cet handicapé visuel chante l'unité et la paix en vue des actions communautaires menées par l'ONG Soyons Unis au Bénin. L'Esprit Saint nous a tous inspirés et nous avons choisi cette semaine-là parce que quand on parle d'unité, union, ensemble, ce sont des mots forts qui résonnent dans mon cœur. Désormais, nous avons de nombreux défis à relever. Et c'est en étant unis, en étant ensemble, que ce défi sera relevé. Béni de Dieu, j'invite désormais le président. Le nouveau président du conseil d'administration est élu pour 2 ans non renouvelables. Sous son mandat, l'ONG Soyons Unis veut impacter chrétiens célestes et citoyens. Dans l'unité et la paix, c'est à travers des projets de promotion des droits de l'homme, de paix et de construction des centres socio-éducatifs
que des responsables de l'Église christianiste céleste du Bénin partagent leurs ressources avec les pauvres. Et après ce tour de l'actualité, faisons à présent le tour des marchés où vous pourrez faire vos emplettes aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ce bulletin d'information se referme ici. Merci de nous avoir suivis. Ne décrochez surtout pas. Bonjour, le Bénin se poursuit. Quant à moi, je vous dis à demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Merci Victorine Bondé, je vous souhaite une bonne journée également. Merci beaucoup. Allez, à demain. Mesdames, Messieurs, cette émission, c'est aussi l'espace politique où nous invitons des spécialistes à se prononcer sur un certain nombre de questions et ce matin, cela ne va pas rater. Voici donc Instant Politique. À mesure que l'on s'approche des joutes électorales présidentielles, des mouvements se mobilisent autour des candidats. Chaque jour ou chaque semaine, pour ne pas dire chaque week-end, un mouvement naît, une fédération naît pour soutenir un candidat ou un autre. Mais dans la réalité des faits, lorsque l'on observe de plus près, on a l'impression nette qu'un candidat, celui de la mouvance présidentielle en l'occurrence, a plus de monde derrière lui. Il ne se passe de week-end où des mouvements se créent pour le soutenir, chacun dans sa vision. Alors, le problème que nous évoquons ce matin, mesdames, messieurs, sur ce plateau, sera majoritairement quelle est la part de mouvement qui soutient le candidat dit de l'opposition. Entre Paul Ronquet et Romuald Wadayin, la mobilisation des mouvements fait-il fortune diverse? On se pose la question ce matin avec notre invité. Il s'appelle Aristide Kanoussou, c'est un analyste politique. Monsieur Kanoussou, bonjour. Bonjour à vous, grand frère bien-aimé Alain Soutchouma, et bonjour à tous les téléspectateurs de la STR-TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous faites la même observation en matière de mobilisation autour des candidats? Effectivement, votre introduction, elle est tout à fait complète, puisqu'elle résume la carte politique actuellement. Puisque vous savez, oui, désigner un duo de candidats, pour ne pas dire le ticket électoral, doit répondre à un certain nombre d'équilibres ou d'équations. Le premier équilibre, c'est l'équilibre générationnel, ensuite l'équilibre politique et pourquoi pas l'équilibre régional, je n'ai pas dit régionaliste, régional. Et quand vous observez le duo qui draine plus de monde, dont vous avez parlé, c'est un duo qui respecte d'abord l'équilibre régional, qui respecte ensuite l'équilibre générationnel et ensuite l'équilibre politique. Parce que le plus jeune, il n'est pas totalement politique, mais la plus âgée, elle, c'est un animal politique, comme on le dit. Alors de l'autre côté, à l'inverse, l'équilibre, disons, régional n'y est pas totalement, l'équilibre générationnel non plus. Maintenant, l'équilibre politique, bon, on peut dire que il est présent avec vaille, puisque l'autre, le second, le colistier, il est journaliste comme vous, et puis il a été débarqué de sa profession. Il était directeur de publication d'un organe de presse, il a été débarqué de sa profession pour venir jouer le rôle de colistier. Et donc vous convenez avec moi que déjà sur ce premier palier, les deux ne pourront pas avoir la même capacité de mobilisation. Ensuite, il faut faire remarquer que mobilisation, c'est égal à un moyen financier. L'autre a forcément plus de moyens, plus de monde derrière, et celui qui est en face n'a pas forcément plus de moyens, plus de monde derrière. Il ne faut pas non plus se perdre dans des petites nuances qu'il faut relever. Mobilisation ou bien la foule est différente des électeurs. On peut drainer autant de foule et qu'à l'arrivée, on va constater que celui qui a peut-être fait une mobilisation silencieuse, c'est lui qui prend le pas sur celui qui a fait une mobilisation beaucoup plus événementielle. Mais Aristide Kanoussou, les mouvements qui soutiennent les candidats sont aussi des outils de mobilisation de l'électorat. Qu'est-ce qui suscite autant d'intérêt pour ces mouvements-là, plus de 300 au jour d'aujourd'hui, à soutenir Romuald Wadayin et à contrario, Paul Ronquet n'a pratiquement pas de mouvement. Qu'est-ce qui explique cette situation? Alain Soutchouma, je vais être aussi péremptoire que vrai, même si d'aucuns diront qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je dirais que c'est la recherche de gains personnels
Ah oui? Oui, la recherche du gain personnel, c'est ma vérité à moi. Ça peut être la vérité, mais c'est ma vérité à moi, qui veut dire simplement mon opinion. C'est la recherche du gain personnel, de l'intérêt personnel d'abord, qui guide tous ces mouvements. Et puis après, ils veulent mener des actes citoyens qu'il faut applaudir. L'acte citoyen ici, c'est de chercher à mobiliser. Maintenant, le principal élément qu'ils arrivent à exhiber, à mettre comme par avant, c'est qu'il faut travailler à une mobilisation pour relever le taux de participation jusqu'à un certain seuil. Ils se sont fixés un certain nombre de planchers minimum et pour atteindre cet objectif. Mais quand vous y regardez de plus près, vous allez constater que c'est comme le disait l'ancien Premier ministre Lionel Zessou quand il a été invité samedi dernier à l'activité du Parti progressiste le Renouveau. La rentrée solennelle du parti UPR. Il disait que il y a certains jeunes qui sont allés le voir pour lui dire mais comment on va faire pour faire développer notre pays. Et ces jeunes, ils ont été intelligents de mon point de vue parce que la question que ces jeunes voulaient poser, c'est comment on va faire pour bien manger. Et ils l'ont posé indirectement pour que Est-ce que vous ne leur prêtez pas d'intention? Bien sûr que c'est... Mais vous savez, nous sommes tous des jeunes. Et donc, lui, sa réponse, c'est il faut s'engager dans la politique. Donc, la plupart des gens aujourd'hui, l'idée avec laquelle ils prospèrent, ils grandissent, ils évoluent, c'est qu'il faut aller vers la politique pour se faire de l'argent. Et tous ces mouvements aujourd'hui, s'il n'y a pas l'intérêt personnel, vous et moi, nous savons qu'ils ne vont pas s'éparpiller autant. Plus de 300 mouvements. En plus, il y a une plateforme qui est disponible. Je pourrais aussi m'inscrire à n'importe quel moment et devenir président d'un mouvement. Donc, ce qui veut dire que la porte est ouverte. Maintenant, au-delà de ça, il faut leur reconnaître qu'ils se sont donné la volonté de jouer le rôle citoyen, celui d'appeler les gens vers les urnes. Mais c'est un mauvais rôle, il faut le dire. Le mauvais rôle parce que actuellement, le problème qui se pose, c'est un problème d'ordre beaucoup plus politique, plus profond. Vous ne pouvez pas aller vers les électeurs pour leur dire « Oui, nous voulons que vous veniez pour voter le 12 avril prochain », tout simplement. Non, parce qu'à un moment donné, l'adversaire politique a fait un travail de pollution de la tête des jeunes. Je dis pollution parce qu'on nous a fait croire que toutes les réformes qui ont été engagées depuis 2016, toutes les actions qui ont été menées, vous avez vu dans le reportage qui a précédé cette rubrique, il y a beaucoup d'efforts sur le plan des marchés modernes et tout, mais on nous a fait croire que tous ces efforts sont vains. On nous a fait croire qu'on a tout fait pour peindre en noir tout ce qui a été fait. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus psychologique dans la tête des Béninois et le résultat c'est qu'on a transformé les jeunes en bétail électoral, soit pour les convaincre à aller voter, soit pour les convaincre à s'abstenir, et puis encore pour les convaincre à jouer les chairs à canon. Le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est comment faire pour enlever de leur tête que le Bénin progresse. Quand vous ne faites pas tout pour convaincre que le Bénin progresse, que ce soit les femmes, les jeunes, les artisans, tout le monde, convaincre que le Bénin progresse, quel que soit l'effort de mobilisation que vous allez faire, ça ne pourra pas prospérer. Alors, Aristide Kanoussou, est-ce que, quelque part, les mouvements qui soutiennent les différents candidats ne devraient pas être plus intéressés par ce que proposent ces candidats? Est-ce que vous avez l'impression que ces mouvements connaissent déjà l'ossature des programmes de société des différents candidats et qui fait qu'un programme intéresserait plus qu'un autre? Mais généralement, chez nous, ici, vous voyez, les gens sont plus campés sur les slogans. On est là, soit pour la rupture de cette dynamique qui est en cours, soit on est là pour la continuité de la dynamique. On ne veut pas savoir quelle est l'ossature, pourquoi pas même la musculature du programme. Donc que ce soit l'ossature ou la musculature, ça n'intéresse personne. On veut juste faire le culte de la personnalité. Oui, le Romuald Wada est le plus intelligent, c'est l'enfant de Alakhassa, il sera plus dangereux que Alakhassa, des histoires comme ça. Alors qu'il faut aller au fond, il faut aller vers le programme qui devrait intéresser chaque Béninois. Les gens aujourd'hui, s'ils étaient imprégnés des programmes, on n'en serait pas là à dire on veut mobiliser les gens. Parce que s'ils sont convaincus que c'est ce qu'il nous faut pour que le Bénin à l'horizon 2060 soit vraiment révélé, s'ils sont vraiment convaincus, on n'a pas besoin de faire tout cet entama-là pour les mobiliser aux urnes. Donc c'est pour dire que le travail est beaucoup plus profond. Et ils doivent aller à la source pour faire comprendre aux gens que le culte de la personnalité, oui, Romuald Wada est le plus fort, Paul Wumpa est le plus fort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut aller maintenant déconstruire cette mentalité, déconstruire ce vaccin que les gens ont injecté à la jeunesse, ont injecté aux Béninois, afin que, on puisse comprendre, voir, parce qu'on peut voir sans voir, on peut entendre sans écouter, afin qu'ils puissent voir ce qui se fait comme progrès. Moi, je fais partie
Ça, c'est une confidence que je vous fais. Je fais partie des plus sceptiques. Quand on finit un plateau, on descend d'un plateau et on veut continuer un débat sur la rupture, au début, j'étais prêt à en venir aux mains parce que j'étais foncièrement contre ce régime-là. Pourquoi? Parce que l'opinion qui se diffuse par les adversaires politiques, quand ça vient vers moi, mais je me dis, mais c'est vrai. Alors que je n'ai pas pris le temps, et ça arrive à beaucoup de jeunes, on n'a pas pris le temps de bien voir, est-ce que ce qui se fait, c'est pour notre intérêt ou pas? Je pourrais aussi dire que ça s'est envenimé quand Gulf Télévision est fermé. Mais pourtant, quand je prends du recul, je dis, mais quelque chose se fait. Il y a un progrès qui est fait. Donc pour cela, il faut aller travailler pour que ce qui est donné comme mentalité générale, globale, soit déconstruite. Au lieu qu'on dise que oui, c'est Romuald Wardai qui a un palmarès plus long que notre bras, c'est Paul Rompé qui est capable de désarticuler Romuald Wardai et son ticket électoral, etc., etc. Alors, fortune diverse au niveau des mobilisations avec les candidats. Est-ce que l'objectif mobiliser l'électorat autour des candidats, faire en sorte que le taux de participation ne traîne plus au niveau de 36-35%, est-ce que ce n'est pas finalement aussi un objectif louable? Oui, c'est un objectif louable, mais vous et moi, nous savons que notre loi fondamentale, ni le code électoral, en tout cas aucun chapitre, aucun article de la loi fondamentale, aucun article du code électoral n'exige qu'il faut atteindre un plancher ou un plafond d'un taux de participation avant de crédibiliser une élection. Les institutions qui sont nos partenaires ne l'ont jamais imposé d'ailleurs. Ça, c'est une invention politique, mais qui n'est pas dénudée de sens non plus. Parce que, oui, on dit que c'est la loi de la majorité qui passe. Maintenant, la majorité ici, ça se calcule en fonction de ceux qui sont allés aux urnes. Si c'est 100 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, c'est 100 personnes, si c'est 30 ou 40 qui votent, le vote des 40 s'impose aux autres, tout simplement. Maintenant, ceux qui ne sont pas allés voter, ils vont subir la loi de la majorité. C'est pourquoi il est important d'aller voter. Sinon, je pense qu'il n'y a rien de façon légale qui exige que ça soit fait de la sorte. Mais nous aussi, de façon éthique, de façon morale, on s'est dit que pour légitimer cela, il faut aller vers la mobilisation. Mais ça ne doit pas être le vrai combat. Le vrai combat, c'est comment déconstruire, dépolluer nos mentalités parce qu'elles ont été vraiment polluées par les adversaires politiques. Dans l'opinion publique, il se distille cette idée selon laquelle l'élection du 12 avril prochain est jouée d'avance et que ce n'est pas la peine d'aller voter. Certains jeunes, certains mouvements se sont donnés pour lettre de mission d'aller vers les populations pour leur dire mais rien n'est joué d'avance. Est-ce que vous pensez que cette mission est réaliste? Ça fait partie des missions principales que les jeunes doivent se donner aujourd'hui. C'est très important, c'est capital. Parce que quand on dit que les élections sont jouées d'avance, c'est mettre à mal tout le mécanisme électoral qui a été mis en place. C'est dire que ces adversaires politiques ne sont pas de taille. Écoutez, on a eu quand même une candidature des partis ou des candidatures des partis de l'opposition et le tout s'est joué soit à la Sénat, soit au sein même des partis politiques. On a vu un parti qui s'est implosé de l'intérieur. Ça, ce n'est pas du fait d'une organisation au plan national. Ça, c'est du fait du parti politique lui-même. Donc, on ne peut pas imputer cette responsabilité à quelqu'un. Maintenant, législative, on a vu, ils ont bâti campagne, ils ont travaillé sur le terrain. Là, c'est des élections qui devraient quand même permettre aux gens de savoir que ce n'est pas une question d'exclusion qui doit amener aux gens amener les gens à rester chez eux pour dire que nous voulons nous abstenir. L'abstention ici, c'est une question de manipulation tout simplement. Parce que même si vous voulez rompre avec celui qui est là ou quand vous voulez faire croire que oui, la dynamique qui est là va continuer forcément, qu'on vote ou pas, il faut quand même aller voter. Parce que s'il y a un aspect que les gens oublient souvent, le président qui est élu, il jette un coup d'œil sur la carte électorale, sur les suffrages. Il voit quelle est la zone où on a connu plus de mobilisation. 100%, 75%, 90% d'électeurs qui sont allés vraiment voter. Les zones qui se sont révélées comme étant des zones qui se sont abstenues à plus de 60%, vous convenez avec moi qu'il ne va pas le dire officiellement le président, mais il ne va pas investir autant d'énergie dans ces zones-là que dans les autres zones. Oui, mais attention, une fois élu, il est président de tous les Béninois. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne va pas dire
qu'il ne va pas investir autant d'énergie. C'est un procès d'intention. Oui, finalement, c'est la politique. Et on est obligé de faire ce procès d'intention. Et c'est pourquoi j'ai félicité la fois dernière un acteur politique qui a comme lancé un défi pour dire, mais lui va se battre pour que les chefs quartiers qui vont tout faire pour que leur quartier ait plus de votants, plus de mobilisation, ces quartiers-là, il va tout faire pour qu'il y ait de grands projets qui rentrent dans ces quartiers-là. Donc c'est une mission louable, mais au fond, il faut travailler à déconstruire les mentalités. Le mouvement qui s'observe autour des candidats, on a l'impression que ce mouvement est beaucoup plus centré dans les grandes villes, quand on va dans le monde rural. Et le calme plat qui semble régner, à quoi cela est-il dû? Et cela vient conforter l'idée selon laquelle la plupart de ces mouvements sont motivés par le gain personnel d'abord. Après, vient l'acte citoyen. Parce que tout le monde se dit que c'est au sud, quand je dis sud, je ne parle pas sur le plan régionaliste, au sud qu'il y a les grandes institutions, c'est la métropole du Bénin, c'est la partie qui s'ouvre sur la mer, c'est là où il y a le président de la République, il y a les ministres. Et donc tout le monde veut venir lancer son mouvement à Cotonou. Tout le monde veut être à Cotonou. Et même cela a provoqué même les zones rurales. Mon frère qui est à Materi ou à Dassari, ma soeur qui est à Djidja, quelque part à Dan, l'autre qui est à Koulekamé ou à Lou ou à Porto Novo, tout le monde veut venir à Cotonou. Et donc, ils sont en train de lancer une vague désordre rural au plan politique, carrément, et ce qui n'est pas profitable pour le candidat, parce que le déséquilibre est là. Or, l'autre candidat, qui, le ticket électoral, j'allais dire, le ticket électoral, vous voyez comment c'est équilibré. C'est équilibré à la fois au nord comme au sud. C'est pourquoi je vous le disais tout à l'heure, l'équilibre régional, l'équilibre politique et puis l'équilibre générationnel. Donc, les mouvements doivent aussi respecter ces équilibres-là et aller dans les zones, à l'intérieur du pays, aller travailler sur le terrain. Le tout ne suffit pas de se réunir dans une salle de fête à Cotonou et finir par nous diffuser des discours et puis après aller copieusement manger et puis chacun rentre chez lui. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de figurants même dans ces mouvements-là. Dès qu'ils toucheront le jackpot, ils vont se volatiliser tout simplement. Que faire ou bien que doit faire aujourd'hui le duo candidat de l'opposition, Paul Rompé et Rouanou, pour renverser un tout petit peu la tendance et faire observer quand même aux Béninois qu'ils ont du monde autour de eux? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire politique. Paul Rompé est capable du pire. Bon, quand je dis pire, c'est-à-dire est capable de surprendre le ticket électoral de la mouvance. Capable parce que, j'ai dit, il faut faire la nuance entre la foule et l'électeur. Ici, Paul Rompé peut être dans une stratégie de mobilisation silencieuse. Et la mobilisation silencieuse semble être même plus efficace que la mobilisation événementielle. Parce que généralement, les mobilisations événementielles, on vous dit, venez, vous asseoir, vous finissez de vous asseoir, vous subissez tout ce qu'on vous dit, on vous distribue 2000, 2000 ou bien 3000, 3000. Ça, c'est les mobilisations événementielles. Tout le monde peut le faire. Mais la mobilisation silencieuse, c'est totalement désintéressé et les gens se donnent à cœur joie et sont prêts à se sacrifier pour ce parti-là. Et j'ai l'impression que c'est la stratégie que Paul Rompé est en train d'amorcer en ce moment. Surtout qu'il se fait actuellement entourer par, je dirais, par des démissionnaires tacites du bloc républicain qui ont accepté de propulser le mouvement. Je parle de Fred Ouenou et tout le reste. Donc, oui, moi je pense qu'on ne doit pas sous-estimer Paul Rompé. Maintenant, son travail aussi doit être un travail de terrain, pas un travail de discours, de points de presse, etc. Ça doit être un travail de terrain. Et s'il veut vraiment gagner, c'est maintenant. Aristide Kanoussou, le temps, c'est la denrée à mieux gérer par ici. Si vous devriez conclure cet entretien, que direz-vous? Je dirais que le Bénin progresse, le Bénin avance et nous sommes aujourd'hui fiers de nous réclamer béninoises comme béninois. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui caractérise les joutes électorales auxquelles nous assistons, montre la dynamique, pourquoi pas la vitalité de notre démocratie. Et donc, tout ce que je souhaite, c'est que la jeunesse se mobilise pour aller voter le 12 avril et que tout le monde, que ce soit nos mamans, nos papas, tout le monde se mobilise pour aller voter. Voter qui? Voter pour le projet et non pour le candidat. Merci Aristide Kanoussou. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je dirais à vous et à tous les autres qui passent par ici que ici c'est votre maison. Merci. Revenez-nous quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, dans Destination
Bénin aujourd'hui, on va découvrir quelque chose d'exceptionnel. Voici Bénin en mouvement. Ghislaine Bamidele Adimi, dans notre rubrique Bénin en mouvement, aujourd'hui nous amène découvrir un plat typiquement béninois. Attention, mesdames, messieurs, vous allez saliver. Aujourd'hui, nous allons manger du bomiwo. Le bomiwo, c'est un plat typiquement béninois. Un plat qui a une connotation particulière chez les Fonds. En langue fongbe, bomiwo signifie pâte de gris-gris. C'est une pâte, selon la légende, qui est réservée exclusivement aux ancêtres, donc aux fétiches, ce qui lui conférait un caractère tout aussi traditionnel qu'original chez les Fonds. Mais aujourd'hui, le bomiwo se mange en famille, entre amis, dans les restaurants et même dans les maquis comme ici. Mais comment cuisine-t-on le bomiwo? C'est ce que notre restauratrice va nous apprendre tout de suite. On y va. Bonjour Tata. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Meilleur vœu, je vais très bien. Comment se porte le bomiwo drum? Très bien, comme un roi. Voilà. On est venu pour manger du bomiwo. Vous allez être Mais avant de manger, on veut passer à la cuisine. Aujourd'hui, on veut préparer le bomiwo avec vous. Ah bon? On peut vous le savez faire? cuisiner? Ben, on est venu pour apprendre justement. D'accord, je vais vous apprendre. Venez avec moi. Merci. Après avoir lavé le poulet, là, on marine pour pouvoir les pré-cuire. Parce que pour faire nos poulets, on pré-cuit les poulets d'abord. Ensuite, on les met soit sur le charbon, soit on les frit à la demande du client. Mais beaucoup préfèrent beaucoup plus les poulets braisés. Donc, on grille beaucoup plus. Pour préparer le bomiwo, de quoi avons-nous besoin, Madame Soualia? La farine de maïs et le bouillon qui a servi à pré-cuire le poulet. Tout simplement. Tout simplement. Pas besoin des ingrédients comme tomates, oignons, comme on le fait pour c'est pas du amiwo. Le bomiwo, c'est de la pâte de maïs assaisonnée, sans tomate. Ok. Et à part ça, on l'accompagne généralement de quoi? On l'accompagne de piment, soit le piment vert ou le piment rouge, avec de l'oignon cru. Mais comme nous on fait un commerce et qu'il y aura peut-être des enfants qui vont venir manger ou des personnes âgées qui ne supportent pas que le piment, on a opté pour du jus d'oignon et de tomates sauté à la poêle. Alors nous allons délayer un peu de farine de maïs dans de l'eau pour avoir le petit... Un peu de bouillie. Un peu de bouillie pour mettre à l'intérieur de la marinade. Je vais fermer et laisser cuire. On va passer à la préparation du jus.
pas belle la vie. Vive le consommant local. Ah, mais Ghislaine, vous ne pouvez pas me faire ça. Mesdames, Messieurs, vous avez compris. Hein? C'était là le beau mieux et Ghislaine est sur le plateau. Ghislaine, bonjour. Bonjour Alain, comment ça va? Ça va. Mais dommage, on est le matin. Ça, vous l'avez fait sinon... sans nous. On est le matin, sinon je vous l'aurais amené ici. Bien non, sûr. Le matin aussi, on mange. Mais il faut le manger à chaud, le préparer en même temps. Mais vous avez vu, quitter la maison à 6 h du matin, c'était pas évident de faire le repas. Oui, je vous vois venir. Ce qu'on va faire plutôt, c'est d'amener toute la bande à BLB là-bas. Oui, pourquoi pas. Au Bomi-Wodrom. Et puis, on fait un petit reportage là-dessus. Comme ça, tout le Bénin verra comment vous savez manger le Bomi-Wodrom. C'est clair. Et justement, le Bomi-Wodrom, à l'origine, c'est une pâte exclusivement destinée, qui vient des couvents. Des couvents, exactement. Des religions traditionnelles. Mais aujourd'hui, c'est un plat qui se retrouve sur la table de pratiquement tous les Béninois. Ça, c'est ce qu'on ira peut-être demander à nos chefs traditionnels ou à nos grands-parents, comment ils ont fait pour que le Bomi-Wodrom ne soit plus forcément pour le vaudou. Le Bomi-Wodrom, c'était le féticheur ou le chef couvent à qui on faisait ce repas lors des grandes cérémonies traditionnelles. Et comme vous l'avez dit... Pour pouvoir entrer en contact avec nourrir les ancêtres. Exactement. Mais aujourd'hui, le Bomi-Wodrom se mange beaucoup plus aisément. Et le Bomi-Wodrom est transformé au fur et à mesure. Avant, le Bomi-Wodrom pour le vaudou, et bon, il continue de le faire justement. Tout à fait. C'est avec de l'huile rouge. Oui. Mais même avec l'huile rouge aujourd'hui, les gens le font et le mangent aussi à la maison. Et avec du sel et quelques petits ingrédients le simplement. Poivre, voilà. Le poivre, l'anis étoilé. Oui. Bon, c'est ce que j'ai appris sur le terrain. Mais il paraît aussi qu'il y a une façon particulière de préparer le Bomi-Wodrom qu'on sert dans les couvents. Exactement. Ça. Mais ça, je ne sais pas le faire, je n'ai pas eu, comment on dit, on fera un tour dans les couvents, pourquoi pas, avec l'autorisation des gardiens de la tradition pour aller découvrir ce qui se... C'est une belle idée, peut-être pour annoncer les prochains Vodou Days. Pourquoi pas? Why not? Allez. En tout cas, je me suis régalé et je sais que vous avez constaté. Je me suis régalé, c'était du bon. Et je pense que c'est un plat qu'il faudra promouvoir dans la destination Bénin et faire en sorte que ce plat-là, ce mets, ait une place importante dans la gastronomie béninoise. Mais il faut dire que là, ce plat, il a déjà commencé à avoir une place importante dans la gastronomie béninoise. Aujourd'hui, il est proposé dans tous les restaurants pratiquement. Dans tous les restaurants, il y a même des coins spéciaux où les gens font dédiés à Bomi-Wodrom. Et vous retrouvez là même des touristes qui viennent s'asseoir pour manger. C'est un peu comme Lyon Pilé dont tout le monde en raffole aujourd'hui. Et tout progressivement, le Bomi-Wodrom aussi a commencé à être mangé. C'est déjà cette connotation du fait que ce n'est plus un repas typiquement pour les chefs coutumiers, pour les vaudous. Le fait de comprendre que ce n'est pas typiquement pour le vaudou aujourd'hui, ça fait que les gens le mangent aisément. Et il faut dire aussi que le fait que c'est accompagné du poulet, le poulet de chez nous, le poulet de ferme, ça donne... On ne fait pas du Bomi-Wodrom avec du poisson. Ça, c'est déjà un trait caractéristique. Il faut laisser le poisson au dacouin. Voilà. Le dacouin que vous ferez découvrir aussi. C'est déjà un point caractéristique du Bomi-Wodrom. Le Bomi-Wodrom se fait avec du poulet. Du poulet bien frais. Jusqu'à l'origine, les poulets sont sacrifiés aux divinités, sont en fait aux divinités. Donc, on fait la pâte, le Bomi-Wodrom pour le reste, pour l'autre panel des manifestations. Et à l'image du Bomi-Wodrom, on a beaucoup d'autres mets, typiquement locaux que nous allons découvrir au fur et à mesure sur ce plateau. Merci beaucoup. Et la prochaine fois que vous allez en tournage, avertissez-moi, je vous suis. Juste pour déguster, je vous dis comment ça se passe. Je risque d'embarquer tout Bénin TV là, parce que tout le monde, depuis le montage, je sais, tous mes collègues me disent, mais Ghislaine, tu peux nous faire ça, mais dommage, il n'y a que moi qui puisse aller sur ce terrain. Ce qui est sûr, on fera un tour là-bas. Mais ce qui est important aussi également dans la destination Bénin aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est ce concept « Elle mérite tout ». C'est ce concept qui fédère rien que les femmes autour de la musique, autour de la culture. Et dans le mois de mars, cela se fait, et vous le savez, depuis le début de la semaine, on a commencé par en parler. Le samedi prochain, on aura donc un concert exclusivement féminin. Des femmes seront en bac office pour jouer. L'orchestre, c'est un orchestre de femmes. Les femmes au micro, les femmes artistes vont prester. Et dans ce cadre, justement, nous allons recevoir une artiste que nous allons vous présenter dans la rubrique que voici.
événement à la une, mesdames, messieurs, nous parlons du conseil Elle mérite tout. On va regarder ce portrait et on revient. Ce matin, votre matinale fait la place au slam au féminin. Souvent dans l'obscurité. Bonjour le Bénin a le plaisir de recevoir Harmonie. Car c'est sous la lumière de l'abri que les mots dévoilent leur beauté. Harmonie est une voix des temps nouveaux et une lumière du renouveau. Moi, la nuit, je m'endors souvent la plume en état de veille. Juste par précaution de ne laisser le mot se faufiler dans mes rêves. Première slameuse béninoise, Harmonie décroche le titre de meilleure slameuse de l'Afrique francophone de 2025. Son engagement dans le slam a débuté en 2013 après son titre de championne du Bénin Slam cette année-là. On aurait dit qu'à chaque lune, elle redevient étrangère et nouvelle. Elle reste la première femme véritablement active dans le milieu du slam béninois et est présente sur des scènes nationales et internationales. Harmonie est détentrice de plusieurs autres distinctions, meilleure slameuse du Bénin, femme actrice de développement, femme littéraire de l'année. Harmonie est une passeuse de mots et de vérités sensibles. Derrière ses vers, ses performances habitées, son style unique, elle sait réveiller les sens et sonner les consciences. Le feu s'attise et il n'y a pas d'eau pour l'éteindre, car les hommes préfèrent perdre en laissant les cendres prendre le dessus des fagots de bois qu'ils auraient pu sauver des braises. Et Harmonie est sur ce plateau. Harmonie, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Harmonie Bill Kataria, comment ça va? Très bien. Le secret, c'est que tu sais que Harmonie est aussi restauratrice. Ah oui? Donc, en plus. Elle fait aussi du boumio. On en parlait il y a un instant. Et donc, on aura deux restaurants qui vont nous accueillir pour le boumio. Avec plaisir. Ça va être un spectacle que d'être en train de manger du boumio et d'écouter du slam. Ah oui. Ah oui. Ce sera purement local. Alors, Harmonie, c'est une histoire d'amour entre vous et le slam. Racontez-nous cette histoire. Alors, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'art mot. Alors, c'est vrai que depuis mon enfance, j'ai toujours été bercée par les mots, bien que j'ai eu à faire une série scientifique. Et après un master en comptabilité contrôlée Audi, les mots ne m'ont jamais quitté. Alors, juste après mon master, j'ai été invitée sur une scène de slam, du slameur béninois Semenvo l'Enfant Noir. Et là, on m'a présenté au concours Bénin Slam en 2013. Et par la grâce des choses, j'ai été championne du Bénin Slam 2013. Mais là encore, j'avais dans mon viseur le fait de devenir experte comptable. C'était mon truc. Mais quand j'ai eu le trophée, il y avait beaucoup de préjugés. C'est parce que c'est une femme que vous lui avez donné le trophée. Tout est parti de là. Alors, tout est parti de là. C'était un déclic pour le défi. Oui, c'était un défi. Je voulais prouver, comme j'aime à le dire, que le génie n'a pas de sexe, ni de tête non plus. Et donc, je me suis engagée dans le milieu comme ça. Et à force d'y entrer, je me suis dit, finalement, ce n'était pas un défi à relever, c'était plutôt une passion qui était là et que par la grâce des choses, j'ai pu éclore. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur la scène de Elle mérite tout. Cette scène est vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai déjà que pour la toute première édition, j'ai été invitée également. Donc, on m'invite encore pour la 5e édition. Je suis très ravie. Et c'est une scène de femmes. Et donc, c'est un honneur pour moi en tant que femme d'y être tout simplement. Et un honneur d'y être à côté d'autres femmes. Bien sûr, de grandes femmes artistes et qui font la fierté de notre pays. Dans le commentaire que nous venons de suivre, réalisé par Karamata Agbataou, vous disiez quelque part que chaque soir vous endormez avec un stylo à côté, pour paraphraser, histoire de ne pas laisser échapper la muse qui vous visite la nuit. Alors, la source d'inspiration de Harmonie, comment est-ce que vous combinez, comment est-ce que vous sortez vos textes? Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est déjà le quotidien des hommes. J'écris beaucoup sur l'humain,
les vicissitudes que nous rencontrons chaque jour. Partir de rien peut m'inspirer, donc je n'ai pas un truc particulier. Je peux voir, tout peut partir d'une scène ici, et puis juste dans la voiture, je me mets à peindre. Donc c'est le quotidien des hommes, ce sont les vicissitudes, c'est les mots qui minent l'Afrique, qui minent le Bénin, et voilà. Tout peut partir d'une scène, et j'ai juste envie de demander rapidement à Harmonie une inspiration tout de suite de ce plateau. Bon, là, c'est vrai que Harmonie n'improvise pas, parce que je prends le temps d'écrire chaque mot avant de le dire pour être sûre de ce que je sors. Voilà. Vous avez dit que vous vous inspirez du quotidien. Moi, j'ai constaté que Harmonie est beaucoup plus présente sur les plateaux où on parle des droits des femmes. Bien évidemment. En tant que femme, c'est déjà tout naturel. Hein. Je ne dirais pas que c'est parce que je suis femme que... Mais en tant que femme, je me dis que quand il y a de scènes ou de plateaux où on parle de femmes, c'est normal qu'on appelle une femme pour en parler. Parce que qui mieux qu'une femme pour parler des questions de femmes? Et aujourd'hui, c'est sûr qu'elle mérite tout cette 5e édition. Harmonie a déjà un petit test prévu. Bien sûr, bien sûr. On peut avoir la primeur? Alors, j'ai un texte. La première femme qui m'inspire, c'est ma mère. Et donc, ce texte, je vais le déclamer, je vais le slammer aussi sur scène le samedi prochain. Un petit bout pour nous. L'adolescence nous joue bien souvent de mauvais tours. Et à tort, la raison nous tourne en dérision face aux multiples farces de la vie. Ce n'est qu'au jour des semences de la maturité que l'on s'aperçoit de la fausseté de notre vision. Ma mère m'a toujours accordé son attention. Mais à ses désirs, j'ai parfois prêté de fausses intentions. Comme en ces moments où je la confondais à une militaire, lorsque face à ses consignes rigides, ma volonté devrait se taire. Il y a aussi eu de ces périodes où je la prenais pour une hystérique, lorsqu'à mes moindres petites bêtises, elle devenait allergique. Dans ma vie, j'ai connu assez de femmes, mais à une seule, mon existence doit sa flamme. Et si de ma personne des hommes sont tombés amoureux, c'est parce que d'une grâce, j'ai pu bénéficier d'une mère. Et il ne peut en être autrement lorsque d'un cœur doucereux, je suis le fruit d'une dame de fer. Mon Dieu, oh là là. Bravo, bravo, bravo. Ça promet pour samedi. Ça retrace les réalités que les mamans vivent avec leurs filles adolescentes. Sincèrement, il faudrait que toutes les filles écoutent cette parodie de Harmonie, franchement. Et oui, parce qu'au début, on prend maman comme une persécutrice, si le mot existe, voilà. Et puis après, à mesure que l'on grandit, on se dit, mais au fond, elle avait raison, maman. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Harmonie, maman, un cœur pris, un cœur à prendre, un cœur en lambeaux, un cœur recousu, qu'est-ce que c'est? Maman, c'est un cœur pris, c'est un cœur épris. C'est mon modèle. C'est mon modèle tout simplement. Elle a été la première femme qui m'a inspirée. Et je pense que c'est également l'essence même de toute jeune fille. Hein. À un certain âge, on se rend compte que maman ne criait pas elle ne criait dans pas. le vide. En fait, tout ce qu'elle nous disait, c'était pour notre bien et tout. Donc, je trouve en cette femme mon modèle, tout simplement. Et vous, votre cœur, est-ce que vous êtes déjà maman? Est-ce que votre Non, cœur je ne est suis pris? pas encore maman. Le cœur est à prendre ou le cœur est pris? Le vôtre. Oh là là. Entre les deux. Oh là là. Entre les deux. Non, Bon, peut-être qu'elle allait déposer sa candidature. Non, entre les deux, il n'y a pas de frontière. Entre les deux, il n'y a pas de frontière. Disons que c'est en cours d'être pris. Ah, ben, ah d'accord. Voilà. Vivement que le monsieur fasse vite. Hein, justement. Parce que là, sinon, là avec, on risque de lui ravir la vedette sur le plateau. Elle mérite tout, là. Alors, Harmonie, elle mérite tout. Voici un concept qui veut, au-delà des manifestations du 8 mars, mettre, pas en compétition, mais sur scène, toutes les femmes qui font de la musique, toutes les femmes artistes. Que pensez-vous de tel concept? Je trouve le concept assez génial, assez innovant aussi, parce que c'est très rare de voir une scène exclusivement de femmes. Donc, c'est à saluer par la Centrale Compagnie. Et donc, moi, je pense que c'est vrai qu'on dit que les droits des femmes sont bafoués, mais je pense que c'est un espace pour montrer également de quoi les femmes artistes sont capables. Comment est-ce qu'elles peuvent émouvoir et chauffer le public, tout comme leurs compères les hommes. Et puis, quand on parle de Centrale Compagnie, c'est un homme.
qui organise ce truc-là en honneur des femmes. Justement. C'est le moment quand même de faire un clin d'œil à ces hommes qui se battent à nos côtés. Oui, j'ai l'habitude de dire que je parle beaucoup plus de complémentarité que d'égalité, d'équité que d'égalité. Et donc je me dis, sans eux, ces hommes, on ne peut rien et c'est vice-versa. Donc merci à ces hommes géniaux qui savent placer avec classe les femmes au cœur des actions qu'ils mènent. Harmonie, souvent, de façon traditionnelle, quand on parle du 8 mars, c'est les réjouissances, c'est les foulards, c'est des manifestations. Mais au-delà de ça, le 8 mars ne devrait-il pas rester un espace où l'on réfléchit réellement sur la condition féminine dans le monde? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on parle de célébration des droits des femmes, mais je pense que tant qu'il y a quelque part sur la terre des femmes qui sont victimes de violences, des femmes qui sont victimes de discrimination, tant qu'il y a des femmes mères qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants dans un climat de paix, tant qu'il y a des femmes qui sont dans des bureaux et qui n'arrivent pas à travailler librement parce que harcelées, je me dis que le moment n'est pas à une réjouissance, mais plutôt à une prise de conscience de ce que nous valons, de ce que nous accomplissons, puis ensuite à une réflexion de ce qu'il nous reste à faire face aux défis colossaux que nous avons. Donc, pour moi, je ne vois pas ça en tant que réjouissance, mais en tant que moment de réflexion et de prise de conscience. Alors, Harmonie, les femmes se battent pour prendre et reprendre et conserver leur place. Que pensez-vous de la discrimination positive à l'endroit des femmes en politique? Alors, je me dis que chacun a sa place. Hein. Pour moi, quand on dit il faut faire plus d'efforts, je pense que nous sommes tous humains. Et donc, chacun a sa place. En politique, comme dans tout autre domaine, vous devez vous battre. C'est vrai qu'actuellement, étant donné que les droits sont un peu bafoués au niveau des femmes, nous devons nous battre encore 3 fois plus que les hommes et montrer que nous sommes capables. C'est là où il y a un peu de difficulté à notre niveau. Harmonie parlait aussi de sa passion pour la comptabilité. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Alors, Harmonie est enseignante dans des universités privées. Et donc, j'enseigne toujours la comptabilité et les finances. Alors, finalement, vous avez plusieurs cordes à votre arc. On peut le dire. Maintenant, comment est-ce que vous gérez tout ça avec le slam, oui, c'est vrai. le restaurant, les cours. Alors, c'est vrai que déjà dans les universités, comme ce sont des modules, donc j'ai un agenda dont je peux disposer à ma guise. En fonction de ma disponibilité, je donne des cours. C'est vrai qu'au début, j'étais beaucoup plus dans les universités, mais là, avec ma carrière, j'essaie de trouver le juste milieu. Le restaurant, il y a un gérant et j'y suis par moment. Parlant justement de votre carrière musicale, Harmonie, quel est votre plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, je pense que je l'accomplis déjà et tout doucement, c'est déjà d'amener le slam béninois surtout, sur des scènes africaines, sur des scènes internationales. Et là, je tiens beaucoup à remercier toute la communauté béninoise, tout le peuple béninois qui m'a soutenu lors de la nomination pour le prix MUD. Ça a été la toute première fois que le slam béninois a été nominé au prix MUD et grâce au peuple béninois, nous avons pu ramener le trophée. Pour moi, c'est une étape colossale dans ma carrière et je me dis maintenant, pourquoi pas un autre prix au niveau mondial, au niveau international et pas africain maintenant. Parlant du prix MUD, c'est un prix qui a lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément avec Molar. Alors dites-nous, vous en tant que femme slameuse, au Bénin, il n'y en a pas beaucoup. Que faites-vous pour que vos consoeurs, ou bien pour avoir plus de concerts, de consoeurs dans les concerts de slam? Oui, déjà depuis 2018, Harmonie a créé l'heure du débat poétique où je prenais des jeunes slameurs et slameuses ensemble pour leur apprendre ce que je sais du slam, pour leur donner le mot. Et donc, depuis 2018, nous avons quand même eu assez de slameuses. Nous avons Iriko, nous avons l'Amazone des lettres. Donc, nous avons de plus en plus de slameuses qui viennent dans le milieu. Mais comme j'aime à le dire, tout part de la passion. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui ne veut pas. C'est vrai, on peut voir Harmonie en train de faire, j'ai envie de faire, mais tant qu'il n'y a pas la passion, on ne peut pas vous forcer à faire. Donc, tout part de la passion et puis après, on vous aide à travailler votre passion pour que ça donne le résultat que vous voulez. Slam, rap, quelle est la frontière? Disons que le slam, c'est une version à débit un peu modéré que le rap. Sinon, le style d'écriture
est le même, les sources d'inspiration peuvent être les mêmes. C'est vrai aussi que dans le slam, il n'y a pas d'ego trip. Le slam est une communauté, on ne se clash pas, ce qu'il y a dans le rap. Voilà, le slam est beaucoup plus humain, si je dois le dire ainsi. Voilà. OK. Alors, une voix féminine dans le slam, vous êtes beaucoup plus poétique. Quand vous regardez un tout petit peu le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où on appelle à la fois à la paix et c'est la guerre qui répond. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'artiste avec une âme sensible? Alors déjà, on est révolté, forcément, parce qu'on se dit qu'on est venu pour vivre ensemble. Et donc, quand on parle de guerre, on ne peut pas vivre dans un climat d'ambiance pour pouvoir poursuivre nos objectifs. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est qu'avec les mots d'abord qu'il faut parler au cœur et qu'il faut réveiller les têtes pour qu'on ait le climat de paix que nous voulons. Déjà voilà. Qu'il faut des oreilles qui écoutent. Ça aussi. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Si vous aviez un mot à dire par rapport au concert du samedi prochain, Elle mérite tout, que direz-vous à votre public? Alors, je dirais au public de venir massivement suivre toutes ces femmes artistes. Ce serait un moment chaud, un moment de femmes pour le peuple. Des femmes vont s'offrir à cœur nu et vont démontrer tout ce dont elles sont capables. Donc nous invitons le peuple béninois à venir massivement nous soutenir pour ce concert. Déjà, rappelez le lieu, l'heure. C'est à la place de l'Amazone le samedi 7 mars à partir de 19h. D'accord. Rendez-vous pris? Rendez-vous pris. De toute façon, moi, il a calé ma place là-bas. Allez, on viendra écouter donc du slam avec Harmonie. Mesdames, Messieurs, nous recevions pour vous donc l'une des figures que vous allez retrouver le samedi prochain sur le concert Elle mérite tout, qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Eh bien, ce serait donc une occasion, pourquoi pas, de redécouvrir toutes ces artistes béninoises qui portent sur leurs épaules une part de notre culture. Et je vous assure que Harmonie sur scène, c'est une bête. Hein? Venez la découvrir. En tout cas, vous allez adorer. Tout à fait. Eh bien, on va raccompagner Harmonie avec ce bel élément réalisé par Karamat Batao, qui nous replonge un tout petit peu dans la fièvre quand on découvre ou quand on suit Harmonie sur scène. Mesdames, Messieurs, voici ce que ça donne. Se font souvent dans l'obscurité. Mais attention, la nuit ne nuit jamais aux poètes, c'est un fait. Car c'est sous la lumière de l'abri que les mots dévoilent leur beauté. Et c'est de l'accalmie des ténèbres que les démos produisent en effet. Moi, la nuit, je m'endors souvent la plume en état de veille. Juste par précaution de ne laisser le mot se faufiler dans mes rêves. Parce qu'il est bien rare de sauter sur ses songes au réveil. Parce que pour le poète, le vers vrai vit dans les mots qui l'éveillent. J'ai donc décidé d'infliger à ma plume la peine de l'insomnie. Et à force de l'y contraindre, elle est devenue une véritable bête de nuit. On aurait dit qu'à chaque lune, elle redevient étrangère et nouvelle. Mesdames et messieurs, depuis ma rencontre avec elle, moi je ne vis que des plumes de miel. Si un jour je t'ai mêlé au dire de la mélodie de mes mots, et que tu t'es plu dans la cadence du son de mon stylo, alors sache que le vers s'est fait vœu de ne voir la nuit dormir et que tout poète vit aux dépens de la plume qu'il manie. Je ne
ne jalouse point le jour, mais je le préfère quand il s'endort. Car la nuit, tous les mots sont nus et s'adorent. Même les parfaits antonymes se frottent le sens. Qui a dit que les mots opposés ne s'attirent pas d'essence? C'est la loi de l'absence présente du jour dans la nuit. Pour le poète, c'est sous la lune que sa plume luit. J'avertis, ce principe est peint par ma personne et peut-être à relativiser. Mais sous le regard des étoiles, moi ma plume sort souvent des vers d'authenticité. Lorsque la lune sourit aux cieux, moi ma plume ouvre les yeux. En fait, la nuit, les mots sont plus en chaleur et sont prêts à tout. Qu'importe le sens, ils sont virils, même au 10e tour. Donc, ça c'est ma plume et ses délires de jouissance. Comment ne pas l'adorer quand elle sème si belle semence? Yeah! Retour plateau, c'était là donc une belle prestation de Harmonie. Harmonie que vous retrouverez sur scène justement le samedi prochain lors de ce concert dénommé Elle mérite tout. Allez, mesdames, messieurs, on va marquer une courte pause, une toute petite courte pause et vous retrouver juste après pour les questions de santé. Et vous le savez, on l'avait annoncé en titre. Aujourd'hui, on va parler de la journée mondiale de l'obésité. Mais avant de retrouver donc cette rubrique, on marque une petite pause et on vous revient. Les 1000 premiers jours de vie d'un enfant, du début de la grossesse jusqu'à 2 ans, sont une période cruciale pour bâtir un avenir solide. C'est la fenêtre d'or où tout se joue. Sa croissance, sa santé, son intelligence et sa motricité. Pendant la grossesse, la mère doit bien manger du mil, du maïs, des légumes verts, du poisson et des fruits locaux pour renforcer son bébé. Après la naissance, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois protège et nourrit l'enfant. De 6 à 24 mois, il est essentiel d'ajouter une alimentation diversifiée. Céréales, légumes, fruits, viande ou poissons et un peu de lait. Une bonne nutrition pendant les 1000 premiers jours protège l'enfant contre les maladies et lui garantit un avenir plus brillant. Investir dans les 1000 premiers jours, c'est investir dans l'avenir de nos enfants et de nos communautés. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Moringa. Savez-vous pourquoi il faut manger du moringa? Le moringa est une plante très bonne pour la santé. Ses feuilles apportent des vitamines nécessaires à l'entretien de notre corps. Elles contiennent 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Grâce à ces vitamines, le moringa renforce les défenses de l'organisme et par conséquent la résistance aux infections. Il contribue à la prévention du diabète et au bon fonctionnement de la mémoire. Les feuilles de moringa apportent aussi des substances nécessaires à la croissance. Elles contiennent 2 fois plus de protéines que le yaourt. Il favorise la digestion par les fibres qu'il contient. C'est un aliment très nutritif qu'il faut consommer souvent. Comment l'utiliser alors? En sauce légumes avec les pâtes de céréales, en poudre en mettant une cuillère dans la bouillie, le jus ou la salade, le goût ne change pas, et en gélule, il faut l'avaler pendant le repas. Où trouver alors le moringa? On peut en trouver au marché ou le planter chez soi. Le moringa est un arbre qui pousse facilement. Si vous le préférez sous forme de gélule ou de poudre, le produit est disponible en pharmacie, dans les supermarchés ainsi qu'auprès des entreprises de transformation agroalimentaire accessible par l'intermédiaire des cellules communales des agences techniques de développement rural de votre commune. Consommons du moringa pour être en bonne santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Je suis la star. Vous ne le voyez pas. C'est que vous êtes un peu.
Les larmes d'une femme n'ont pas de filtre. Ce que vous écrivez blesse réellement. De la gloire à la peur, il n'y a qu'un commentaire. Personne n'est à l'abri. Un message de menace, c'est un battement de cœur qui s'accélère. Arrêtons de semer la peur en ligne. La violence en ligne, c'est pas un jeu. Un écran ne vous donne pas le droit d'insulter, de menacer ou de faire du mal à une femme, à une fille. Alors respect sur le net. Protégeons nos sœurs, nos filles et nos mères. Derrière mon écran, je suis forte. Derrière le tien, sois bienveillant. L'ingrédient secret de la haine, c'est l'anonymat. Ne le goûtez pas. Mon stylo écrit les chansons d'amour. Votre clavier ne doit pas écrire les messages de douleur. Stop à la cyber-haine. Le clic est facile, mais la cicatrice ne l'est pas. Chaque cœur a son filtre de douleur. Ton doigt, ta bouche, tes écrits. L'écran ne doit pas être un bouclier pour la haine. Cyberviolence, cybersilence, c'est fini. Derrière chaque écran, il y a une personne, une femme, une fille. Orange est notre couleur. L'unité fait notre force. Ensemble, faisons barrage aux violences numériques contre les femmes et les filles. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale.
Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social.
Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Après cette pause, mesdames, messieurs, chose promise, chose due, nous parlons aujourd'hui de la journée internationale, sinon de la journée mondiale contre l'obésité. Dans cet élément, vous allez découvrir les causes et surtout le traitement et peut-être les précautions à prendre pour ne pas tomber dans ce panneau. Voici Instant Politique. Instant Santé. L'obésité évolue silencieusement. Au Bénin, de nombreuses femmes ont un excès de poids qui met en danger leur santé. Derrière cette réalité, il y a des parcours différents, mais avec une même volonté, celle de reprendre contrôle de son corps. Ce matin, on a l'honneur de revoir Mademoiselle Annette Mirabel à notre séance d'évaluation de sa séance de coaching médico-nutritionnel. Alors, je suis là pour le suivi. On avait entamé un processus avec vous depuis près de 6 mois concernant mon poids et tout ça. Donc, on fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai aussi un suivi avec vous par rapport à tout ce qui est sport, alimentation. Donc là, on vient pour le contrôle. Vous connaissez la routine actuelle et ici, on passe toujours à l'examen. On ne regarde pas seulement le côté physique du patient, on regarde aussi le côté interne. Ça peut aller? Donc allez-y sur la balance. Bravo, puisqu'on avait commencé avec un poids de 85 kg et aujourd'hui vous êtes à 62 kg. Comment vous ressentez ça? Très bien. Vous êtes heureuse? Oui, oui. Super, donc descendez, on va continuer. Là, je suis en train de toucher le foie pour voir. À partir du foie, on avait pas mal. Donc, j'ai décidé de souscrire à ce programme-là pour éviter les différentes maladies que le surpoids peut causer. J'étais à 85 kg et grâce au programme en 6 mois, j'ai pu atteindre 62 kg et la réduction des majeurs maux que je rencontrais comme l'acné, les maux de tête et tout ça, la toux, etc. C'est surtout très important d'être constant et d'être résilient et de toujours être concentré sur son objectif. Mirabel n'est pas la seule à s'inquiéter pour sa santé. Blaise, une chaise s'il te plaît. Fidèle la soixantaine, nous accueille chez elle pour raconter son parcours et comment, avec l'aide de son médecin, elle a décidé d'enclencher un processus de perte de poids. Moi, j'ai jamais aimé l'obésité parce que vous vous sentez plus dans votre corps. Vous vous sentez étranger dans votre propre corps. Je sentais des douleurs dans les articulations. Pour me lever, pour faire mes activités ménagères, et je paraissais, mais pas volontairement. J'étais un peu sédentaire et parfois j'ai le sommeil difficile. Ceux qui me connaissaient et qui me connaissaient dans une forme donnée me posaient tellement de questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses? Tu prends du poids, c'est pas bon. Donc tout ça me dérangeait. Ce qui m'a amené à consulter mon médecin. Le médecin me pose des questions sur ma manière de vivre, ma manière de me nourrir et ce que je fais comme activité dans la vie, tout ça. Et puis, à l'issue des questions, prescrit des examens à faire. Et mon médecin m'a prescrit une manière de me nourrir, un plan de nutrition. J'ai suivi point par point ces prescriptions. Le plus difficile dans ce parcours, c'est comment respecter rigoureusement les prescriptions du médecin. Voilà. Il fallait
revoir son alimentation alors qu'on avait déjà des habitudes alimentaires. Il fallait s'adonner plus à des activités physiques. Il fallait avoir un temps de sommeil. Et il y avait tout ça réuni qui faisait un peu comme pression, quoi. C'était les débuts qui étaient durs. Mais avec le temps, j'ai pris le pli. Et maintenant, je suis prête à continuer jusqu'à l'infini parce que ça m'a fait du bien. Je me sens très différente. Je me sens comme j'étais il y a 10 ans, il y a 5 ans. Je me sens légère dans ma peau. Je suis mieux appréciée par ceux qui me connaissaient quand j'étais vraiment dans ma peau de jeunesse. Et pour les personnes qui sont dans cet état d'obésité, je vais leur demander de ne pas perdre espoir et d'aller vers les spécialistes, de ne pas rester dans leur confort et chercher eux-mêmes à se traiter. Ils doivent aller vers les spécialistes, se confier aux spécialistes. Eux, ils ont la bonne manière de vous suivre dans votre état d'obésité et puis vous allez retrouver en toute confiance votre forme de départ. Bonjour docteur, qu'est-ce que l'obésité médicalement parlant? L'obésité est une maladie métabolique chronique qui se caractérise par une accumulation excessive de graisse sur tout le corps, ce qu'on appelle les graisses corporelles. Et dans certaines mesures, ces graisses peuvent même nuire à la santé. Ce qui fait que l'OMS aujourd'hui a classé l'obésité comme une maladie. D'accord. À partir de quand parle-t-on réellement d'obésité? Déjà, on parle d'obésité en intégrant certains indicateurs. Le premier indicateur qu'on utilise de manière rapide, c'est l'indice de masse corporelle, qu'on appelle en général l'IMC, qui se traduit par le calcul du rapport poids sur la taille au carré. Le rapport sur la taille au carré, c'est-à-dire qu'une personne a un certain poids, je donne un exemple, 50 kg par exemple, et qu'il mesure une taille de 1,60 m, quand on prend le 50 kg, on divise sur la taille dans un premier temps, le résultat retrouvé, on redivise encore. Ce résultat, on va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle l'indicateur IMC. Maintenant, quand ce résultat est compris entre 25 et 29,9, on va parler de surpoids. Et quand c'est au-delà de 30, on va parler d'obésité. Maintenant, on a des degrés d'obésité. On a l'obésité modérée, l'obésité sévère, l'obésité morbide. Est-ce que l'IMC est aujourd'hui un indicateur fiable pour véritablement évaluer la santé? L'IMC sera toujours recouru. C'est l'examen ultra rapide. Mais quand on retrouve l'IMC ressorti, on va maintenant chercher par exemple à voir le tour de taille, qui est aussi un indicateur qui va nous montrer ce que c'est que, est-ce que cette personne a une obésité viscérale? Et au-delà, on va chercher aussi les indicateurs biologiques. Et c'est pour ça que quand ton IMC est élevé, il faut aller vers un système de santé pour vraiment checker ce sorti. Il ne faut pas écouter souvent plus de conseils extérieurs, mais aller vers un professionnel de santé qualifié qui pourra, par exemple, faire les bilans biologiques tels que la glycémie, évaluer les troubles lipidiques tels que le cholestérol. Est-ce que c'est un mauvais cholestérol? Est-ce que c'est du bon cholestérol? Évaluer même l'état du foie, ce qu'on appelle la stéatose, et parfois même aller vers des syndromes inflammatoires pour voir vraiment est-ce que cette obésité agit sur cette personne avec l'IMC. Et regarder le mode de vie. Une personne peut avoir un mode de vie sain et être aussi obèse parce que ça peut être phénotype, ça peut être un problème génétique, ça peut être héréditaire. Il y a des familles comme ça, de la manière dont nous sommes grands de taille, nous sommes petits de taille. Nous avons aussi des personnes qui ont une morphologie forte dans leur famille. Et forcément, ces personnes, quand on va calculer, on va voir que l'IMC est élevé. Mais est-ce que c'est la graisse qui est là? Est-ce que ce sont les muscles qui font que cet IMC est élevé? Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont à intégrer avant de dire de quelqu'un qu'il est obèse. Docteur, est-ce qu'il existe quand même des personnes à IMC élevé
dont la santé est quand même normale. L'IMC élevé ne traduit pas directement un problème de mauvaise santé. C'est un indicateur pour faire un check-up santé, comme j'ai l'habitude de dire à mes patients, et je préfère aussi pour le dire. Mais ça ne veut pas dire parce que ton IMC est élevé d'office, tu as une maladie ou tu es forcément en trouble. Il y a des personnes comme ça qui viennent avec des signes d'obésité à la base. Ils ont l'IMC élevé, mais quand on commence les programmes de prise en charge, par exemple avec ces personnes, les graisses vont se transformer en muscles. Ça nous ramène toujours à la question de l'IMC. Alors, est-ce que l'obésité est uniquement liée à l'alimentation? On sait qu'il y a plusieurs facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque-là? Nous avons l'obésité qui peut être liée au mode de vie et à l'alimentation. Des personnes peut-être qui ne savent pas comment combiner leur alimentation peuvent se retrouver dans un premier temps dans l'obésité. Nous avons aussi un facteur indirect de l'alimentation qui est la résistance à l'insuline qui peut entraîner aussi l'obésité. Nous avons les facteurs hormonaux, surtout chez les femmes, le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, qui peuvent s'accompagner d'une augmentation de l'IMC et tous les facteurs de graisse qui viennent, qui sont aussi des facteurs, qu'on va dire, qui traduisent l'obésité. Mais non, l'important c'est la prise en charge pour éviter les complications. Parce que l'obésité, si l'accumulation des graisses n'est pas bien réglée, on peut se retrouver par exemple à un diabète de type 2. Ça devient une maladie à gérer de manière urgente. On peut se retrouver à des complications comme certains cancers. Donc, c'est la gestion qui fait la différence. Vous consultez aussi à distance. Est-ce que ce type de suivi est efficace comme un rendez-vous en présentiel? Je pratique le suivi nutritionnel en 2 temps. Nous passons le plus souvent par des consultations qui se font en présentiel, qui permettent de diagnostiquer, de savoir qui est la personne que vous êtes en train de suivre. Pour les personnes qu'on doit suivre en distanciel, ce n'est pas tout le monde que nous suivons. Il faut déjà éliminer, l'examen physique doit éliminer tout ce qu'on appelle comorbidité. L'examen doit déjà rassurer que le patient que vous êtes en train de prendre n'a pas un problème au niveau cardiaque, n'a pas un problème au niveau des viscères tels que le foie et les autres. Et là, il a besoin d'un suivi nutritionnel. Donc, ce qui fait que nous faisons toujours un mini bilan de santé. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Oui, si le patient se donne. Parce que l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas aussi derrière, est-ce que ce n'est pas le meilleur aliment qu'il te donne? Et après, il consomme autre chose. Parce que l'obésité, il y a aussi la composante psychologique qui est ce qu'on appelle les effets yo-yo, la crise alimentaire. Quel est le schéma que le patient a suivi? Pourquoi il se retrouve en train peut-être de manger? Pourquoi il se retrouve en train d'avoir des crises d'angoisse? Donc tout ça, nous faisons ce suivi. Et certains, ça donne. Mais quand on constate qu'un suivi n'a pas donné, on fait déplacer le patient forcément dans l'une de nos centres où on peut consulter correctement le patient. Maintenant, on lui demande d'aller vers une formation sanitaire quand même pour faire aussi une consultation médicale sur le terrain, pour que le médecin sur place puisse déjà éliminer ces dangers que j'ai précités tout à l'heure. Sinon, toute personne qui est obèse ou pas peut passer dans n'importe quel hôpital. Et nous, les nutritionnistes, nous sommes ouverts et tout médecin en général peut le consulter. Et qu'est-ce qui fait la réussite d'un accompagnement? La réussite d'un accompagnement déjà dépend des gens d'abord du thérapeute qui l'accompagne. Quand le patient vient chez toi, il faut déjà assurer que l'obésité ne doit pas être ce qui sera l'indicateur de sa prise en charge primordiale, parce que ça a tendance à amener la baisse de l'estime de soi. Le premier indicateur, c'est de dire, fais-toi pour toi, qui est l'équilibrage alimentaire, travaille sur ce qu'on va appeler le mode de vie sain. Le stress existe, mais mieux le gérer. Travailler sur ce qu'on appelle la sédentarité. Si tu as une activité, comme par exemple nous les médecins, on est beaucoup assis en consultation, profiter pour faire par exemple des marches. Maintenant, pour une femme qui est à la maison, qui fait du ménage, l'amener peut-être à travailler beaucoup plus sur un plan actif. Vraiment, la lutte contre la sédentarité est un meilleur indicateur. Il ne faut pas qu'il commence par tel thérapeute, il saute ici, il va changer tel thérapeute, parce qu'on n'a pas la même approche.
Le but, c'est d'avoir un résultat, mais les approches changent. Il y a des personnes qu'on peut stabiliser en 2 mois, d'autres en 3 mois, tout dépend de l'équipe. Comme Fidèle, d'autres personnes cherchent des solutions pour mieux contrôler leur poids. Rachida Adjalala, elle, a fait le choix d'un accompagnement nutritionnel à distance, une méthode qui s'adapte à son rythme de vie. Ce matin, j'ai pris du quaker, du quaker avec des fruits secs, un peu de lait, et avant ça, généralement, je prends une pomme. Ok. Voilà, les filles. D'accord. Par rapport à la prise de vie. Oui. D'accord. Vous avez pris quelque chose à midi? Bon, le déjeuner? Oui, le déjeuner, c'est généralement, j'ai pris de la cassa avec une sauce et du poulet. À quel moment vous avez réalisé que votre poids devenait un problème? Oui, c'était après la maternité. D'accord. Voilà, pendant que j'étais enceinte, j'ai pris beaucoup de poids et même après, au moment où j'allaitais, j'avais également le problème de poids. Pour vous, quelles ont été les tentations les plus difficiles à gérer? J'avais la glycémie qui était aussi très élevée. Donc, tant que je continuais à manger n'importe comment, à prendre du poids, ce n'était pas bon pour ma santé. Donc, le fait de savoir que c'était important pour moi de perdre du poids pour ma santé également, ça m'a donné le courage de laisser tomber beaucoup de choses. Il vous a fallu combien de temps pour reprendre contrôle sur votre corps? Je pense c'est 3 mois. Hein. En tout cas, je n'ai pas fait une année. Hein. Je crois qu'en 3 mois, j'avais déjà perdu 10 kilos ou plus et je me sentais déjà bien. Vous étiez à Et là, maintenant, c'est quoi? Pardon? Vous étiez à combien? J'étais à 75 et j'ai pu perdre 10 kilos, je suis à 65. Donc, montre-nous ton assiette et tu nous expliques ce que cette assiette représente en termes de tout ce que j'ai été montré en tant que patiente par rapport au coaching. Voilà. Comme vous voyez, l'assiette est composée, voilà, il y a la cassa, il y a la tomate, il y a l'oignon, voilà, j'ai mis, en tout cas, des épices, j'ai mis du poisson séché, du poisson, voilà, des crevettes moulues, j'ai mis aussi du basilic. Félicitations. Vous savez que c'est un mot que j'aime bien, c'est petit, mais ça encourage. Continuez autour de vous. 3 femmes, 3 parcours, un même combat. Vaincre l'obésité pour vivre sainement. Retour plateau, il faudra donc retenir que au nombre des solutions, il faut veiller à ce que l'on mange, c'est très important. L'autre dira que la santé se trouve dans le plat. Chaque plat que nous consommons constitue un élément qui influence forcément notre santé, tout simplement. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. On va prendre une pause. Après, espace santé, instant santé. Et puis, on va dérouler le tapis à Marcel qui va nous dire un tout petit peu ce que la presse aborde aujourd'hui comme sujet. Mais avant, voici la pause. Mars, viens jouer, c'est le 3e mois, écoute attentivement. Mars, viens. Bonjour à tous, Mars est là, avec lui plusieurs événements qui seront à la une des programmations. Nous embarquons tous dans ce mois des luttes et des espoirs, un mois engagé et fort symbolique puisqu'il est associé à l'engagement, à la réflexion et aux causes sociales. L'exemple du 8 mars où le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Moment fort de plaidoyer pour l'égalité et l'autonomisation des femmes. On y revient plus amplement dans cette semaine. Vive la femme, un événement à découvrir également dans votre émission dans ce mois de mars. Une partie de mix musique avec la participation de femmes DJ sur l'esplanade de l'Amazone de Cotonou à partir de 17h. Toujours sur l'esplanade de l'Amazone cette fois-ci à 19h, le concert Elle mérite tout est aussi dans l'arène pour honorer les femmes. Ce concert est à sa 5e édition et va connaître la participation de braves femmes de la musique béninoise.
Le 3 mars, à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou, un ciné-club vous ouvre ses portes pour le film intitulé Maria. À 19h, d'autres événements se greffent à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Il y a entre autres le 21 mars Benin Showbiz Awards avec la remise de prix aux gagnants et le 15 mars Benin Gospel Awards. Comme moi sur la toile. Je suis la star. Vous ne le voyez pas. C'est que vous êtes aveugle. Les larmes d'une femme n'ont pas de filtre. Ce que vous écrivez blesse réellement. De la gloire à la peur, il n'y a qu'un commentaire. Personne n'est à l'abri. Un message de menace, c'est un battement de cœur qui s'accélère. Arrêtons de semer la peur en ligne. La violence en ligne, c'est pas un jeu. Un écran ne vous donne pas le droit d'insulter, de menacer ou de faire du mal à une femme, à une fille. Alors respect sur le net. Protégeons nos sœurs, nos filles et nos mères. Derrière mon écran, je suis forte. Derrière le tien, sois bienveillant. L'ingrédient secret de la haine, c'est l'anonymat. Ne le goûtez pas. Mon stylo écrit les chansons d'amour. Votre clavier ne doit pas écrire les messages de douleur. Stop à la cyber-haine. Le clic est facile, mais la cicatrice ne l'est pas. Chaque cœur a son filtre de douleur. Ton doigt, ta bouche, tes écrits. L'écran ne doit pas être un bouclier pour la haine. Cyberviolence, cybersilence, c'est fini. Derrière chaque écran, il y a une personne, une femme, une fille. Orange est notre couleur. L'unité fait notre force. Ensemble, faisons barrage aux violences numériques contre les femmes et les filles. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une
cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Dernier acte de la célébration matinale sur Bénin TV, c'est bel et bien la revue de presse et c'est tout de suite. Marcel Akhossi est fidèle au poste. Marcel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette revue. Ce matin, les journaux racontent un pays qui se cherche entre fermeté, ambition et lucidité. Nous démarrons avec le matinal qui dépeint une capitale transformée en arène nocturne où le boulevard de la Marina devient piste de rodéo parfois. Mais cette fois-ci, écrit-il, la police républicaine traque, interpelle et saisit. 2 adolescents ont été arrêtés en flagrant délit, 18 motos immobilisées. Le journal raconte la scène comme un duel des jeunes défiant l'autorité. Slalomant, narguant, roulant sur une roue et en face, un dispositif stratégique qui se referme désormais. Le commissaire du 12e arrondissement, Éric Edon, assène une mise en garde sans détour. L'acrobatie sur la voie publique n'est pas un sport, c'est une infraction grave. Et le matinal prévient, ce n'est qu'un début. La riposte sera durable, ciblée, méthodique. La ville veut reprendre son souffle selon le journal. La presse du jour renchérit et dramatise cette fois-ci. Rodéo motorisé, la police passe désormais à l'action. Le journal souligne la violation flagrante du code de la route, rappelle le risque majeur d'accident et insiste sur la détermination des forces de l'ordre. La hiérarchie policière annonce un maillage renforcé. Boulevard de la Marina, Saint-Michel à Kpakpa, à bord de l'aéroport, la ville sera totalement quadrillée. Changement de tempo, Gaskiani Info quitte les sirènes pour les stades. Le média érige le président Patrice Talon en artisan de la révolution du sport béninois. 22 stades omnisports construits, rénovation en cascade, milliards injectés, compétition internationale accueillie. Le journal compare
hier et aujourd'hui. 79,5 millions de francs CFA en 2016, près de 5 milliards en 2025 pour les fédérations. Le sport, écrit-il, ne rêve plus, il performe désormais au Bénin. Coupe du monde de pétanque organisée au Bénin, tour cycliste relancé, gala des champions célébré avec faste, centre de formation pour le football féminin en construction à Lokossa. Le récit est désormais clair. Au Bénin, le sport devient vitrine diplomatique, levier social, mais outil d'unité nationale aussi. Et derrière l'enthousiasme, une interrogation flotte dans les colonnes du journal Gaskiani Info. La dynamique survivra-t-elle aux hommes qui l'ont impulsée? Point d'interrogation. Enfin, cap sur la scène internationale. Bénin intelligent élargit l'horizon et secoue les certitudes. L'ONU cherche un successeur à Antonio Guterres. 3 noms circulent. L'ancien président sénégalais Macky Sall, l'ex-présidente chilienne Michelle Bachelet et le diplomate argentin Rafael Grossi. Mais le journal ne se contente pas d'aligner des candidatures. Il va dynamiter le débat. Pour lui, la question n'est pas qui sera élu. La question est plutôt quel pouvoir réel aura-t-il? Le Conseil de sécurité est décrit comme paralysé désormais. Le droit de veto transformé en verrou, l'Afrique forte de 1,4 milliard d'âmes, absente du cercle des décideurs. À quoi s'attendre? Point d'interrogation. Et par ici, il n'y a plus d'interrogation. C'est bel et bien fini pour le numéro de ce jour de votre émission Bonjour le Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Le meilleur, c'est sur Bénin TV. À demain.